Bonjour tout le monde. Ah, on bug énormément. Bah, moi, ça m'a pas l'air. Est-ce que Jean-Sandy? Ah, c'est pas grave, merci. Bah, écoutez, comme on a un programme assez chargé, on va commencer. En tout cas, rebonjour à tous, bonjour à tous, et merci d'être parmi nous dans cette première table ronde organisée par Media School Angoulême sur le thème donc des jeunes, des 10 et de l'emploi, qui sont un sujet, je pense, qui nous intéresse tous et qui est d'actualité de plus en plus. Alors, on a de la chance d'avoir avec nous des experts en la matière sur le sujet que je vais laisser se présenter, je dirais, en plus de détails. D'abord, on va commencer par Fabienne Burguet, qui est directrice de Cap Emploi 16 et de OE Prométhée, je crois. Est-ce que vous pouvez un peu parler de vous et des deux structures, de Cap Emploi et de OE Prométhée? Bonjour à tous. Merci Stéphanie en tout cas pour l'organisation, l'intérêt que vous portez à cette thématique. Donc effectivement, donc Fabienne Burguet, je dirige l'association OE Prométhée Charente qui gère notamment le service Cap Emploi. Mais on pourra effectivement tout à l'heure revenir sur les missions du Cap Emploi en Charente en tout cas. Merci. Nous avons aussi Stéphanie Pro. Oui, bonjour à tous. Qui est. Pardon, allez-y. Oui, donc moi je suis chargée de mission emploi au sein de Cap Emploi depuis maintenant 8 ans. Je travaille effectivement dans le cadre de l'insertion professionnelle d'emploi reconnus en situation de handicap, enfin bénéficiaires de l'obligation d'emploi, et plus précisément sur le secteur du Nord-Charente et de la Charente-Midi. Et je suis aussi référente des troubles 10 au sein de l'association. Merci. Je peux peut-être demander aux autres animateurs s'ils ne parlent pas d'éteindre leur micro. Ça va être bientôt votre tour. Muriel, n'éteignez pas parce que c'est votre tour après. Merci Lucas. Muriel, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, donc alors moi je suis Muriel Jouve de la mission locale Arc Charente. Plus précisément, donc je suis sur l'antenne de Barbezieux. Je présenterai peut-être la mission locale un petit peu plus tard ou je le fais là? Oh, si c'est brièvement, vous pouvez le présenter Et rapidement. brièvement, ouais. Donc notre mission donc est d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire. Et donc notre accompagnement est global. Il porte sur le projet professionnel, la formation, mais ça peut être le budget, la mobilité, même les loisirs. Voilà. On a tout un ensemble de mesures et de dispositifs à notre disposition donc pour travailler sur tous ces thèmes. Et moi, à la mission locale de Barbezieux, je suis la référente emploi. Voilà. Donc, il nous arrive régulièrement de travailler avec le Cap Emploi pour faciliter l'insertion des jeunes en situation de handicap lorsqu'ils doivent donc entrer dans une entreprise. Voilà, afin que leur intégration se passe évidemment le mieux possible. Voilà. Merci Muriel. Lucas, vous voulez vous présenter? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Lucas Acli, donc je suis le fondateur de la start-up sociale Digital Inclusif. Depuis 2016, on accompagne les publics exposés aux troubles de la lecture, donc troubles 10, déficience visuelle. Donc c'est tous les publics qui ont la difficulté de lire et qui n'atteignent pas les 200 mots par minute en langue française, qui est la moyenne nationale. L'objectif, c'est avec l'appui du digital de permettre de lire, comprendre, apprendre différemment avec les dernières innovations. Moi, je suis issu d'un cursus dans les ressources humaines, gestion d'organisation. J'ai co-géré les thématiques handicap à la fois côté entreprise et aussi à titre associatif dans différentes associations études emploi handicap. Donc, c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur et je suis vraiment ravi de participer cet après-midi à une école qui forme aussi des professionnels des médias afin aussi de pouvoir relayer à terme ces belles thématiques qu'on porte toutes et tous. Merci beaucoup, Lucas.
Nous aurons aussi le témoignage de Rémi Deschamps, qui est en apprentissage à l'heure actuelle et qui est effectivement une personne qui souffre ou qui a des troubles 10. Voilà, bah écoutez, on va plonger dans la thématique et je vais peut-être laisser la parole à Fabienne pour une petite leçon d'histoire sur l'étymologie du mot handicap. Donc, je vais mettre la présentation et puis je vous laisse la parole. Ok. Donc, ce que je souhaitais en premier lieu, c'était quand même revenir sur la notion de handicap et un petit peu l'histoire du mot handicap, avant de parler de la diversité des handicaps et plus particulièrement des troubles 10. Donc, je ne sais pas si vous savez effectivement d'où vient le mot handicap. En fait, c'est un jeu du XVIIe siècle. Donc, vous pouvez passer effectivement sur la slide suivante. Donc, en fait, l'étymologie du mot handicap, c'est la main dans le chapeau, handicap. Au XVIIe siècle en Angleterre, donc en fait, c'était un jeu de troc. On évaluait les objets et on s'assurait de l'équivalence des lots afin d'assurer l'égalité des chances des joueurs. Donc, vous connaissez effectivement également ce terme qui est apparu ensuite au XVIIIe siècle dans le cadre des courses hippiques. Donc, où là, ça consistait également à égaliser les chevaux pour qu'ils participent avec des chances comparables à la course. Donc, comme vous le constatez, le terme handicap, à l'époque et avant tout, était là pour un souci d'égalité. Aujourd'hui, effectivement, ce mot n'a pas du tout le même sens, en tout cas dans la vie quotidienne, et peut parfois désigner le rejet. D'où l'intérêt, effectivement, de revenir sur la diversité du handicap et des handicaps. Donc, les représentations liées au handicap, c'est vrai que si vous interrogez une personne, un chef d'entreprise, même si les mentalités changent et évoluent, la représentation la plus courante qu'on va voir, c'est celle de la personne en fauteuil roulant. Donc, il faut savoir qu'il y a moins de 5% des personnes handicapées qui sont en fauteuil roulant. Et d'une manière générale, quand on parle de handicap, on associe ça à une déformation physique visible, donc à un handicap visible, voire un appareillage, alors que la réalité est très différente. Donc, quelques chiffres pour vous justement resituer les préjugés qu'on peut avoir sur la partie handicap. Donc, on l'a vu, hein, les personnes handicapées sont le plus souvent en fauteuil roulant. Non, moins de 5% sont en fauteuil. Et surtout, le chiffre qui est important, c'est 80% des handicaps ne sont pas visibles. Et ça, on va le retrouver avec différents types de handicaps, notamment certains troubles cognitifs, troubles sensoriels ou autres. Les travailleurs handicapés sont plus souvent absents. Donc, il y a plusieurs enquêtes qui ont été réalisées auprès effectivement des entreprises, des DRH, et qui montrent qu'effectivement, non, il n'y a pas plus d'arrêt maladie, il n'y a pas plus d'absentéisme de la part de personnes en situation de handicap. Et au contraire, je dirais, souvent, on cite la singularité de ces personnes, on cite leurs compétences et leur motivation et leur intérêt au travail. Embaucher une personne handicapée nécessite d'aménager son poste. Alors là, je pense qu'on y reviendra un petit peu dans une deuxième partie, notamment avec Lucas, avec Stéphanie et Muriel. On parle tout de suite, ou on pense à adaptation de poste de travail. Donc effectivement, il y a des adaptations parfois nécessaires, mais pas forcément. Et 20% des embauches de personnes handicapées se font sans un besoin d'aménagement. La majorité des personnes handicapées le sont de naissance. Seuls 15% le sont de naissance. C'est vrai que dans la diversité des handicaps qu'on va voir dans quelques minutes, on sait que ce sont plutôt des personnes qui deviennent handicapées de par effectivement une usure professionnelle, de par des gestes répétitifs, de par une ambiance de travail, voilà, mais pas forcément de naissance. Alors, diversité de handicap. Je trouve que ce schéma est relativement intéressant pour montrer qu'effectivement, il y a plein de handicaps différents. Et il faudra faire effectivement après la différence entre un handicap et une personne en situation de handicap, une personne bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Mais j'y reviendrai. Donc, on va classifier sur différents types de handicap. Donc, le handicap moteur, donc on va retrouver effectivement des personnes qui ont des problèmes de lombalgie, des problèmes de TMS, de troubles musculo-squelettiques. Donc ça, c'est assez connu dans l'entreprise notamment. On va retrouver tout ce qui concerne le handicap visuel,
avec là aussi une diversité des types de handicap visuel, parce que ce n'est pas forcément la non-voyance. Ça peut être la rétinite pigmentaire, qui est une maladie évolutive. Ça peut être effectivement des problématiques visuelles de myopie forte. Et ça peut aller, bien sûr, jusqu'à la personne aveugle. Idem pour le handicap auditif. Donc pour des personnes qui ont des troubles auditifs, qui peuvent être malentendantes, mais qui peuvent avoir également uniquement un trouble de l'audition, qui peuvent avoir des acouphènes également. Tout ce qui concerne le handicap psychique, avec une augmentation effectivement de ce type de pathologie, pour différentes raisons, qu'on va retrouver d'ailleurs sur les troubles cognitifs et les DIS, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont mieux diagnostiquées, qui parlent plus de leur handicap. Et puis, il faut avouer qu'effectivement, aujourd'hui, de par peut-être aussi un monde du travail, un contexte anxiogène, je ne parle même pas de la Covid, il y a peut-être effectivement beaucoup plus de difficultés, d'anxiété et des personnes qui peuvent effectivement faire des burn-out, des dépressions sévères qu'on va retrouver dans ce type de handicap. On va retrouver bien sûr la bipolarité, la schizophrénie, etc. La déficience intellectuelle, là on est plutôt sur des personnes qui ont un petit niveau de formation. Alors à faire la différence aussi, mais on y reviendra par rapport au trouble 10, où à un moment donné, on pouvait faire un amalgame entre un trouble 10, un trouble de l'attention et une difficulté intellectuelle, ce qui n'est pas du tout le cas. Et puis les maladies invalidantes. Alors là, on va retrouver des choses extrêmement diverses et variées. Vous allez avoir par exemple des maladies invalidantes comme la sclérose en plaques, comme la fibromyalgie, comme des spondylarthrites ankylosantes, plein de maladies effectivement qu'on ne détectait pas, ou en tout cas sur lesquelles on ne mettait pas forcément un nom avant, qu'on voit évoluer aujourd'hui. Ça peut être du diabète. Donc vous voyez des pathologies ou des typologies de handicap diverses et variées. Et puis les troubles cognitifs. Je m'arrêterai là pour l'instant sur les troubles cognitifs, qui sont des troubles du déficit de l'attention, de l'hyperactivité, des troubles 10, et puis aussi des troubles du spectre autistique. TSA, c'est troubles du spectre autistique. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir un petit peu effectivement sur ces troubles cognitifs, et plus particulièrement sur les 10, qu'est-ce qu'on peut évoquer comme compensation, comme adaptation, mais également comme insertion dans l'emploi. Exactement. Merci beaucoup, Fabienne. Encore une fois, je le répète parce que je l'ai dit avant 14 heures, mais si vous avez des questions, si vous voulez une question, on est là, c'est interactif. N'hésitez pas avec vos commentaires ou avec vos questions. Nous sommes là pour... nos experts sont là pour y répondre. Donc, effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est les troubles cognitifs, c'est surtout les troubles 10. Nous avons été cette semaine interviewés une docteur Bardot qui est une spécialiste, et je vais la laisser vous parler des troubles. Les troubles 10 sont des troubles de type neurodéveloppementaux et qui vont toucher à la fois le fonctionnement cérébral, l'agencement cérébral, l'orchestration cérébrale, mais qui peuvent aussi toucher la motricité, les capteurs de proprioception et la sensorialité. On en connaît des grandes familles comme la dyslexie, comme la dysphasie, comme la dysgraphie, mais là qui va toucher plus la motricité, mais il peut aussi y avoir des atteintes attentionnelles, des troubles de déficit attentionnel, avec hyperactivité qui sont d'ordre psychiatrique, et ça peut aller jusqu'à des troubles du spectre autistique avec douance, surdouance ou sans. Ces troubles peuvent être plus ou moins associés en petite quantité, 2-3 troubles associés, relativement légers, mais ils peuvent être beaucoup plus prégnants avec bien plus de troubles associés, et souvent on en voit qu'un ou deux qui sont plus apparents, et il faut aller chercher les autres pour savoir que ça va influencer l'individu, qui aura plus de peine à compenser s'il a beaucoup de troubles importants que s'il en a peu qui ne sont pas importants. Alors la réponse est oui.
Bien sûr, on sait mieux les diagnostiquer qu'autrefois, ce qui va augmenter officiellement le nombre de personnes. Mais même si on sait mieux les diagnostiquer qu'autrefois, et même s'ils ont toujours existé, actuellement, en particulier pour les troubles du spectre autistique et même pour les grands TND, il y a deux grandes causes qui s'avérerait les augmenter. Une dont on est sûr, c'est la grande prématurité des enfants qu'on arrive à sauver maintenant et qui n'existaient pas dans les générations précédentes. Toujours est-il que les troubles neurodéveloppementaux aussi sont pratiquement au stade de l'épidémie sur le continent nord-américain, en particulier pour les troubles du spectre autistique, à cause de la toxicité environnementale et des polluants auxquels les mères sont soumises. Donc cette augmentation, elle est reconnue avec des études internationales et on est plutôt environ à 300%. Et cette épidémie qui est déjà reconnue chez eux arrive chez nous. J'ai remis mon micro. Oui, j'ai remis mon micro. Voilà donc un peu pour vous donner une idée. Alors, vous connaissez au niveau des 10, elle en a mentionné, c'est très souvent une personne qui est 10 a plusieurs autres mineurs, peut en avoir plusieurs. Pour vous donner quelques chiffres, en France, on parle de 6 à 8%. Je lis les chiffres là. On peut dire que 4 à 5% des élèves d'une classe âge sont dyslexiques, 3% sont dyspraxiques et 2% sont dysphasiques. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, dyslexique et la dyslexie et la dysorthographie sont des troubles spécifiques de l'acquisition du langage écrit. La dysphasie, c'est des troubles spécifiques du développement du langage oral, donc des difficultés à s'exprimer. La dyspraxie, c'est les troubles spécifiques du développement moteur et des fonctions visuospatiales. On a aussi les troubles spécifiques du développement des processus attentionnels ou des fonctions exécutives. Donc, c'est les troubles d'attention avec ou sans hyperactivité. Et il y a des troubles spécifiques des activités numériques, qui est la dyscalculie. Donc, en fait, quand on parle de 10, ça recouvre beaucoup de choses différentes que certaines personnes peuvent cumuler. Sachant qu'en moyenne, il y a plus de garçons qui souffrent des troubles 10, entre guillemets, et corrigez-moi si je me trompe, que de filles. Ces problèmes sont très souvent, de plus en plus en tout cas, détectés quand les personnes sont des enfants, donc de plus en plus tôt, ce qui est bien. Mais il y en a encore qui se font diagnostiquer adultes. Et c'est important effectivement de se les faire diagnostiquer enfants et de voir l'évolution. Mais est-ce que, alors, pour que ces troubles touchent effectivement à la fois les enfants, les adolescents et les adultes, les diagnostics sont pris en charge, mais on en reparlera, sont possibles et pris en charge à tout âge de la vie, en tout cas en France. Est-ce que être 10, et ça c'est le cœur, je dirais maintenant qu'on a un peu planté le décor, entre guillemets, est-ce que être 10 est un frein pour l'emploi et la formation ? Donc, on a vu que de plus en plus de personnes sont diagnostiquées en trouble 10 parce qu'on a augmenté, on a eu des facilités de diagnostic. Il y a de plus en plus de personnes qui se font diagnostiquer. Il y a aussi, comme Madame Bardot a dit, peut-être des événements ou des situations environnementales qui font que la population de 10 augmente. Et ils sont bien diagnostiqués à l'école, ils sont suivis en général dans les milieux scolaires ou de plus en plus, mais qu'en est-il quand ils quittent cette école ? Et je pense que c'est là qu'il est peut-être intéressant de dire bonjour à Rémi qui nous a rejoint. Bonjour, bonjour Rémi, et d'avoir un peu votre parcours. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ?
Ouais, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Deschamps. Mon parcours, du coup, je commence de la primaire. Si vous voulez, oui. Du coup, j'ai commencé, comme tout le monde, dans une école basique. J'avais de grandes difficultés scolaires pour tout ce qui va être compréhension de consignes, écriture, tout ce qui est relatif à l'apprentissage pour écrire, la lecture, tout ça, en gros. Et à partir du CP, ça s'est très très mal passé. Je voulais plus du tout aller à l'école. Mes parents me punissaient tout le temps, ils me forçaient à faire des lignes, des punitions acharnées. Et du coup, ça me dégoûtait de plus en plus de l'école. Et du coup, à côté de ça, j'avais pas mal d'orthophonistes, plein de choses en fait sur le dos les week-ends ou les mercredis après-midi, que en fait, au lieu de me soulager, me plombaient plus qu'autre chose. Donc voilà, mes parents savaient pas trop ce que j'avais, ils pensaient que j'étais feignant ou je voulais rien faire, donc c'était très compliqué mon enfance, on va dire. Plus le côté relationnel avec mes parents qui se dégradait de plus en plus. Et un beau jour, j'ai eu la chance de rencontrer Nicole, du coup, et qui a su dire ce que j'avais comme pathologie à mes parents. Donc ça a pris un petit peu de temps, mais du coup, on a trouvé des compromis pour pouvoir, comment dire, essayer d'améliorer cette difficulté scolaire et puis même difficultés extérieures dans mon monde extérieur, en gros. Donc voilà. Ensuite, à partir de ce parcours scolaire, j'ai changé d'école déjà après le CP parce que ça se passait très mal. J'ai été dans une école privée, ça s'est beaucoup mieux passé. J'ai eu des profs qui étaient beaucoup plus à l'écoute, qui m'accompagnaient beaucoup plus. Ensuite, j'ai fait une sixième et cinquième traditionnelle, quoi. Et puis après, quatrième et troisième enseignement agricole, donc c'est-à-dire il y a beaucoup plus de stages, donc ce qui me plaisait davantage. Car voilà, comme vous l'avez compris, la partie scolaire, j'en avais vraiment marre, je voulais même arrêter l'école. Donc il y a eu cette première solution qui a commencé à me soulager un peu, découvrir le monde du travail à travers différentes entreprises. Donc c'était plutôt plus agréable, on va dire. Et puis voilà, j'ai aussi la chance de rencontrer des professeurs qui étaient beaucoup plus à l'écoute et qui m'aidaient beaucoup plus. Après ça, du coup, j'ai fait un bac pro aquacole, donc une seconde aquaculture, production de poissons. Donc en normal, quand on rentre en format continu. Et à la fin de ma seconde, ça me plaisait, mais sans plus que ça. Et lors de ma journée de troisième en découverte, j'avais hésité avec le bac pro gestion et protection de la nature. Et du coup, à la fin de seconde, j'ai décidé de changer d'orientation pour me projeter vers un bac pro gestion et protection de la nature avec cette fois un format en alternance, donc dans une MFR. Et donc là, ça a été vraiment le bonheur, on va dire, avec des formateurs vraiment à l'écoute, qui m'accompagnaient encore beaucoup plus, qui faisaient tout pour nous valoriser. Donc vraiment le gros avantage des maisons familiales, en fait, où vraiment ils essayent de nous pousser au maximum vers la réussite et de nous mettre en confiance, et je pense que c'est hyper important. Et du coup, à travers ça, j'ai pu faire encore plus de stages, découvrir plus de métiers. Donc voilà, à ce niveau-là, ça se passait mieux. À la maison, ça se passait un peu mieux aussi, on va dire. Et après ça, j'ai travaillé l'été, j'ai été rembauché dans des entreprises dans lesquelles j'ai fait des stages, donc encore plus satisfaisant, on va dire, voilà, parce que j'étais occupé l'été et puis je commençais à avoir mes premiers salaires, donc c'est tout de suite plus valorisant. Et puis j'ai aussi rencontré Cap Emploi, il me semble, à peu près dans ces eaux-là, je crois. Et du coup, ça m'a facilité la tâche par rapport au niveau scolaire et puis même professionnel en dehors de ça. À la fin de mon bac pro, j'hésitais soit à arrêter l'école parce que bon, malgré les stages, tout ça, j'en avais quand même un petit peu marre des cours. Mais je me suis dit, allez, je vais me lancer dans un BTS. Donc j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature en apprentissage. Donc c'est là où Cap Emploi est intervenu et il m'a aidé également pour la réussite et pour chercher mon apprentissage. Enfin, j'ai trouvé mon apprentissage après Cap Emploi m'a bien aidé. Et du coup, au niveau de l'apprentissage, au niveau des cours, forcément, au niveau BTS, beaucoup plus compliqué. Après, comme c'est un centre de formation à l'école, c'était plus facile aussi parce que les formateurs étaient plus à l'écoute, plus dans l'accompagnement. Et après, en ce qui concerne l'entreprise, là, c'était un petit peu plus compliqué selon les collègues avec qui j'étais.
Voilà ce que je peux dire. Après, je ne sais pas si vous avez des questions un peu plus précises. Non, c'était très, très bien. Merci de ce témoignage. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette entreprise alors? Ben là, ça va faire bientôt 2 ans du coup. D'accord, et ça se passe bien? Dans l'ensemble, oui. Et Cap Emploi vous a donc aidé à trouver Non, vous avez trouvé votre entreprise tout seul? Ouais. D'accord. Et Et Cap après, Emploi vous accompagne? vous voulez parler peut-être? Non, non, allez-y, Rémi, je parlerai après, je pense. Et après, ben, du coup, ils m'ont aidé pour tout ce qui est la partie communication, enfin, comment dire, les choses que j'arrivais pas à expliquer à mon patron par rapport à ma dyslexie, par rapport aux choses qu'il faut plutôt faire et pas faire. Et puis même niveau financier, on peut dire aussi, parce qu'ils m'ont aidé à obtenir un ordinateur pour que je prenne mes cours, donc forcément, c'est pas rien quand même. Après, sur le coup, là, je pense pas à tout, mais il y a beaucoup de choses aussi. Après, si je peux me permettre d'intervenir, je pense que Rémi, il a vraiment appuyé sur quelque chose de très important. C'est quand il a parlé de sa scolarité, il a parlé des mots qui fâchent vraiment, c'est je suis un feignant, je suis un bon à rien, on n'arrivera jamais à faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il ne faut absolument pas confondre les troubles 10 avec le... Ah mince, j'ai un problème de... Vous me voyez? Oui, oui, c'est bon. Il ne faut pas confondre les troubles 10 avec des problèmes de déficience intellectuelle. La déficience intellectuelle, c'est un déficit global. Les troubles 10, ce sont des troubles spécifiques, soit de l'écriture, soit de la lecture, soit de la parole. Voilà. Les personnes qui souffrent de troubles 10 ont une intelligence tout à fait normale, voire même largement supérieure à la moyenne de la population. Et ce n'est pas parce qu'il y a un déficit quelque part qu'ils ne peuvent pas faire... Enfin voilà, ils vont compenser de façon assez importante et avoir des forces sur lesquels derrière nous on va s'appuyer. Et quand on a accompagné Rémi dans son apprentissage, on a bien sûr appuyé sur les forces que lui avait mis en avant, à savoir une résistance physique très importante, une capacité d'observation de la nature qui était vraiment tout à fait ce qu'il fallait au niveau de son projet professionnel. C'est pour ça que quand on souffre de troubles 10, le travail sur le projet professionnel a aussi toute son importance. Il est bien évident que pour un dyslexique, travailler un projet professionnel où il n'y aura que de l'écrit, ça n'a pas de sens. Puisque les meilleures techniques de compensation quand on souffre de troubles 10, c'est de les contourner. Ce n'est pas d'être confronté en permanence. Voilà, donc là, il a effectivement trouvé sa voie et la nature, la pêche ne nécessite pas de compétences très importantes dans la lecture toute la journée. Puisque s'il devait être confronté à ce type de compétences toute la journée, ça entraînerait une fatigabilité très importante, qui est souvent très négligée dans le cadre des troubles 10. C'est d'ailleurs pour ça qu'en formation ou même à l'école, vous voyez des enfants qui sont hyper concentrés pendant 1 heure et qui vont aller exploser dans les cours d'école après ou dans les soirées ou des choses comme ça, parce que la concentration leur demande un tel investissement qu'à un moment, il faut que ça explose. Et ça, ce n'est pas forcément toujours pris en compte dans les centres de formation ou dans les écoles d'ailleurs. Alors, je pense que Lucas sera d'accord avec moi. Ben, si je peux intervenir à l'écoute de ce témoignage, de toute manière, pour en revenir à la définition même du handicap, on parle toujours de notion d'environnement. Alors, sûr, dans un environnement scolaire, on a encore 100% manuscrits. Alors, les conséquences du Covid, malgré que ce soit un drame, cette pandémie, ça a permis au moins d'évoluer nos manières de travailler et d'apprendre et d'être un levier pour nous dyslexiques, où on a aussi souvent, on additionne les 10 à minima, où on a aussi des difficultés pour rendre un contenu lisible, on va dire, à l'œil. Moi, je subis cela avec une prof de français qui m'a dit Lucas, si vous feriez des efforts, on pourrait y arriver. Non, on ne peut pas. C'est juste, voilà, on a toujours cette notion-là de devoir rendre le handicap visible, enfin l'invisible visible pour le coup. Et c'est un vaste sujet. Après, pour reprendre du recul, sur l'un des principaux enjeux, vu que la thématique de la conférence, enfin, de la masterclass est l'emploi, l'un des enjeux de l'emploi, c'est aussi la maîtrise de langue étrangère, la capacité à faire des stages à l'étranger. Moi, j'ai le plaisir de participer aux travaux de la conférence des grandes écoles du groupe handicap, qui réunit des référents handicap d'école. Alors, je ne sais pas si votre école est membre de la conférence des grandes écoles. En tout cas, l'objectif, c'est aussi de pouvoir
atteindre, limiter les freins, les dépasser, comme le fait très bien Cap Emploi avec la mission locale en équipant des ordinateurs, des outils techniques, mais aussi penser, demain, si on doit passer un test d'anglais, comment on présente sa dyslexie, parce que l'anglais, maintenant, ça devient plutôt indispensable qu'autre chose, et aussi être en mesure de le présenter et de se dire comment demain, si je veux évoluer dans mon métier, ou si demain, dans mon métier, je dois maîtriser l'anglais, parce que je donne l'exemple d'une fiche, alors je ne suis pas trop expert en aqualophilie, si je le dis bien, mais imaginons qu'on ait une notice en anglais à lire, comment on doit appeler un fournisseur, et en fait là on se rend compte que c'est très bien d'aller par cette étape-là, mais il faut aussi se dire demain, si je dois compenser mes troubles 10, comment je serai en mesure de les compenser, toujours d'aller plus loin, en transformant mon environnement d'études et ou de travail le plus confortable et le plus efficace possible. Merci Rémi pour ce témoignage, merci Lucas pour la conclusion. Effectivement, c'est pas évident en milieu scolaire. Je pense que dans le chat, M. Colette le mentionnait, l'apprentissage n'est pas mis en place n'est pour les troubles 10 ou pour d'autres enfants qui sont différents, mais il y a malgré tout un progrès par rapport à sa date, par rapport lorsque moi j'étais à l'école primaire, donc de nature positive. On a une question de Christelle Legrand. On va afficher. Et là, je vais peut-être laisser, c'est un bon segue, c'est une bonne continuation de transition sur peut-être la présentation, Fabienne, pour que vous continuiez à parler un peu de la présentation. Pas de souci. Peut-être juste par rapport à ce qui est évoqué au niveau de l'éducation nationale, je voulais juste préciser que depuis la loi de 2005, donc il y a effectivement quelques avancées dans la prise en charge et la prise en compte du handicap au niveau de la scolarité de l'éducation nationale. Donc il y a des enseignants référents, il y a des équipes pédagogiques qui sont formées, mais c'est qu'on n'est qu'au balbutiement. Effectivement, je pense que les enseignants ne sont pas suffisamment informés, sensibilisés, armés, n'ont pas une très bonne connaissance, ou en tout cas une connaissance suffisamment fine pour bien appréhender ces problématiques et puis trouver aussi les adaptations nécessaires. Donc par rapport à ça, on verra dans mon diaporama tout à l'heure, mais nous, depuis 2 ans, on travaille justement sur la partie inclusion avec un chargé de mission qui intervient donc auprès des CFA, auprès de l'éducation nationale, pour justement aider à la transition des parcours et la sécurisation du parcours des jeunes. Donc voilà, donc on commence petit à petit à évoluer à ce niveau-là. Donc sur effectivement la demande de RQTH, alors je ne sais pas si vous mettez mon diaporama ou... Oui. Ouais. Alors, quand on parle de RQTH, on revient un petit peu en arrière pour parler de l'obligation d'emploi. Tout à l'heure, on a vu là, effectivement la diversité des handicaps en tant que tels. Il faut savoir qu'en France, il y a un cadre légal qu'on va retrouver à peu près de manière similaire dans tous les pays européens. Donc, on a une obligation d'emploi depuis 1987 en France qui oblige toutes les entreprises privées ou publiques à avoir 6% de personnes handicapées dans son effectif. Alors, quand on parle de 6% de personnes handicapées, en fait, on parle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, slide suivante. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on entend par bénéficiaire de l'obligation d'emploi? Eh bien, justement, quand on parle de RQTH, ce terme affreux, ça veut dire reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc, comme disait Lucas tout à l'heure, c'est en fait un statut de reconnaissance d'une personne handicapée en fonction de sa situation de travail. Donc, c'est-à-dire que la personne qui a un handicap va être reconnue travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées si effectivement, à un moment donné, dans son parcours jeune ou adulte ou professionnel, elle va avoir une difficulté dans une situation donnée. Donc, en fait, bénéficiaire de l'obligation d'emploi, vous avez les statuts travailleurs handicapés qui vont être, en fait, c'est une déclaration administrative
de la part de la Maison départementale des personnes handicapées. Vous avez après la sécurité sociale qui peut effectivement accorder par exemple des pensions d'invalidité ou des rentes accidents de travail ou maladies professionnelles. Donc là, on est plutôt sur le versant je suis salarié, je suis par exemple en longue maladie, donc j'ai eu un cancer ou une maladie invalidante, et à un moment donné, la sécurité sociale peut accorder en fonction de ma pathologie une pension d'invalidité. Et en fait, cette pension d'invalidité, c'est un titre qui reconnaît la personne comme bénéficiaire de l'obligation d'emploi, en fait travailleur handicapé. Pareil sur les rentes accidents de travail ou maladies professionnelles. On prend souvent l'exemple d'un boulanger allergique à la farine. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, bah, effectivement, il peut faire un autre métier, ça n'empêche pas qu'il peut avoir des compétences pour faire un autre métier. Simplement, il ne peut plus être boulanger. Donc il a fait son apprentissage, donc il a commencé à travailler et malheureusement, il est allergique à la farine et doit effectivement effectuer une reconversion professionnelle. Donc là, on est plutôt sur une rente maladie professionnelle et donc un titre de bénéficiaire d'obligation d'emploi. Et puis je passe les autres, on est plutôt sur des pensions militaires d'invalidité, mais qui sont beaucoup moins importantes. Donc oui, la reconnaissance du statut travailleur handicapé, c'est quelque chose d'important parce que c'est ça qui va permettre effectivement de débloquer quelque part des aides financières pour les entreprises pour parfois adapter les postes de travail. Ça va permettre aussi d'aider le jeune lorsqu'il va être en apprentissage, donc à compenser son handicap. Et nous, pour nous, c'est très important au niveau du Cap Emploi parce qu'on travaille de plus en plus donc avec les CFA. Et on se rend compte que, et ce n'est pas Muriel qui va dire le contraire, au niveau de la mission locale, quand l'employeur effectivement nous appelle, on intervient un petit peu en pompier, parce qu'on est sur des situations de jeunes qui ont eu, quand ils étaient jeunes, des adaptations, une AESH par exemple, hein, un accompagnement spécifique adapté pendant leur scolarité, et qui, quand ils arrivent, je dirais, en tant qu'adultes dans le monde du travail, cachent leur handicap, n'en parlent pas, ou en tout cas ne font pas la démarche de reconnaissance du statut travailleur handicapé. Et l'employeur n'est pas sensibilisé, n'a pas connaissance de ces difficultés, et il y a une incompréhension en fait, de fait, qui fait qu'effectivement il y a un échec à l'emploi. Donc c'est important cette notion de reconnaissance du statut travailleur handicapé. Et là, si je peux mettre ma casquette directrice d'un centre, d'un CFA, c'est important aussi de le dire à l'organisme de formation ou au CFA parce qu'on peut adapter aussi les parcours et continuer ce que vous aviez eu ou ce qui s'est passé durant votre scolarité. Donc, il y a une obligation maintenant hein, dans les CFA d'avoir un référent handicap, donc, ce qui est une bonne chose. Donc, vous avez un référent handicap dans les campus, dans les CFA. Donc, déjà, je trouve que c'est intéressant parce qu'on prend en compte effectivement la dimension handicap pour favoriser l'intégration et l'inclusion de ces personnes. Et puis, comme vous le dites, Stéphanie, effectivement, derrière, ça veut dire qu'il faut aussi aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser l'équipe pédagogique. Donc, on peut avoir un référent handicap, mais si l'équipe pédagogique n'est pas suffisamment informée et sensibilisée, là aussi, on peut échouer. Donc, on en est également au balbutiement de cette réforme sur les référents handicap. Alors, on a des commentaires dans le chat. Jeanne, il manque également un vrai accompagnement de la NDPH, qui pour ma part a toujours refusé une aide scolaire pour un AVS à mes filles, alors que le milieu scolaire réclame. Je pense qu'il doit... On n'a pas de représentant de la MDPH, donc on ne peut pas juger, mais je ne sais pas si Après, vous la MDPH, ouais, la MDPH va effectivement étudier les dossiers en équipe pluridisciplinaire. Donc, je sais qu'en Charente, mais ça doit être le cas sur les autres territoires, il y a des équipes jeunes, des équipes adultes qui se réunissent régulièrement pour étudier effectivement les différentes demandes. Et effectivement, il y a en fonction de la demande des parents, qui sont vraiment partie prenante, bien sûr, et des incapacités, des problèmes, des handicaps des jeunes, généralement, on accorde quand même un AVS. Donc ça, c'est l'ancienne définition AVS. Aujourd'hui, on parle d'AESH, mais c'est pareil. Et puis, il y a effectivement un autre commentaire, si j'arrive à publier.
N'est-ce pas un handicap pour une entreprise d'avoir dans son effectif des salariés souvent en retard, incompétents dans leurs demandes, procéduriers et motivés? Alors ça, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Je pense que pour en avoir côtoyé, les personnes en situation de handicap, en règle générale, sont très motivées et veulent en faire plus pour prouver, je suppose, ou en tout cas sont extrêmement motivées. Est-ce que c'est votre Muriel, par exemple? Est-ce que c'est votre ressenti aussi? Ben, oui, évidemment, oui. Alors, on ne peut pas faire une généralité, mais effectivement, les personnes en situation de handicap, moi, j'ai longtemps travaillé aussi dans l'apprentissage. Et donc, j'ai eu le temps de me rendre compte que les apprentis en situation de handicap 10, notamment, étaient très, très motivés. C'est ce que c'est ce que me rapportaient les employeurs. Essayer effectivement de compenser le plus possible leurs difficultés. Et donc oui, je peux dire qu'effectivement, ils ont toujours été obligés de faire plus que les autres, de prouver. Donc ça continue en entreprise, quoi, si je peux me permettre. Fabienne, vous voulez ajouter quelque chose? Bon. Cette réflexion sur effectivement des salariés en retard, incompétents, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser là aussi. C'est n'importe qui. Ça, c'est un problème de comportement. C'est pas un problème de handicap. Tout à fait. Donc, et c'est parfois la difficulté qu'on peut avoir par rapport à parfois des entreprises qui peuvent nous dire cette personne handicapée, effectivement, elle arrive en retard, elle n'a pas les codes sociaux, etc. Mais là, on n'était pas sur le handicap. On était sur un problème de comportement et avec un risque de généralisation et du coup qui ne correspond pas effectivement aux personnes en situation de handicap. Je pense que c'est une histoire aussi d'information, de communication. On se rend compte dans les entreprises qu'à partir du moment où on explique, on sensibilise le chef d'entreprise, l'environnement de travail, les choses commencent à évoluer. Et puis, on sait pertinemment que quand on a l'intelligibilité du comportement, c'est moins inquiétant. Donc, voilà. Donc, la différence peut faire peur. Tout à fait. Stéphanie, vous vouliez... Moi, je pense à cette question, mais je suis tout à fait d'accord avec Fabienne. Effectivement, là, il ne s'agit pas d'une problématique de handicap, il s'agit d'une problématique de savoir-être qui, on sait qu'aujourd'hui, est une des compétences les plus recherchées par l'employeur. Donc là, il n'y a pas de lien entre les deux. Alors, si effectivement la personne qui a une situation de handicap arrive en retard et n'a pas le savoir-être, forcément, il peut y avoir un amalgame. Mais tout notre travail à nous, c'est effectivement d'accompagner, de sensibiliser, d'expliquer. Et à partir du moment où on fait ça, ça fonctionne toujours très bien. C'est pour ça que ça me permet de rebondir sur la question qui est juste en dessous. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il ne s'agit pas de stigmatisation du jeune par rapport à une reconnaissance en situation de handicap, bien au contraire. C'est parce qu'il aura cette reconnaissance en situation de handicap qu'il pourra bénéficier d'accompagnement bien spécifique, mais surtout que quand on accompagne un collectif de travail, de formation, de jeunes, d'étudiants, de formateurs, on explicite les choses, et à partir du moment où on explicite les choses, ça passe très bien. C'est la méconnaissance qui fait peur et qui permet, où les gens prennent du recul, et voilà. Mais quand on connaît les choses, on n'en a plus peur, et puis ça ne représente pas quelque chose d'important. Enfin, c'est vraiment l'accompagnement. Je pense que c'est le maître mot, et la connaissance. Et après, je ne sais pas ce qu'en pense Rémi, mais ça avait l'air de lui parler, ce que je disais, mais quand on explique les choses, ça se passe toujours très bien. Après, il y a toujours quelques personnes, bien sûr, qui seront fermées à la discussion ou à comprendre les choses. Donc forcément, ça va bloquer avec ces personnes-là, mais ça, dans tous les domaines, d'ailleurs, je pense. Donc, oui, là, ce n'est pas forcément qu'une question de handicap. Non, après, par rapport à l'handicap, par exemple, pour ma part, je sais que je vais mettre plus de temps que d'autres personnes dites normales à comprendre les consignes ou quoi que ce soit. Donc forcément, ça peut faire un petit peu peur. Après, par rapport à la motivation, alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, pour moi, je pense qu'on est 10 fois plus motivé que les autres. Je pense que inconsciemment, même consciemment, on essaye d'en faire toujours plus que même si c'est pas demandé, en fait. Et du coup, moi, par exemple, je vois dans ma classe, là, tout le monde est hyper motivé, même ceux qui ne sont pas dyslexiques. Et si on est en apprentissage, justement, ou même si on a choisi
le curseur de la MFR, c'est parce qu'on en a marre de l'école et parce qu'on a envie de découvrir des métiers. Donc, non, je pense qu'on est beaucoup plus motivé que toute autre personne. D'accord, on a une dernière question. Ah bah, j'ai oublié, pardon. De Sophie Duchela. La problématique du jeune 10 post-bac est souvent le refus d'être différencié et donc qu'il ne veut plus entendre parler d'aide ou de continuer les études. C'est effectivement, je vois ça un peu ici à Media School Angoulême, c'est ce refus parce qu'ils ont été, alors pas nécessairement stigmatisés, mais différenciés dans leur parcours scolaire. Et de se dire maintenant je veux me fondre dans la masse, je veux commencer. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez souvent aussi Ils sont épuisés, oui. Rémi, est-ce que c'est quelque chose, vous êtes d'accord? Vous pouvez... Oui, pour moi, oui. Oui, après, c'est sûr qu'on est sans juger, différencié, et du coup, soit on nous aide, ou soit on nous met dans un coin, et puis on nous laisse un peu tomber, quoi. Donc, ouais, et puis après, c'est que les cours qui demandent énormément d'énergie. Moi, pour ma part, je sais qu'une journée de cours traditionnelle va autant me fatiguer qu'une journée de travail. C'est pas la même fatigue, forcément, c'est la fatigue mentale, et de l'autre côté, c'est la fatigue physique, mais pour moi, la fatigue mentale m'épuise beaucoup quand même. Donc, voilà. Donc, l'aide d'une AVS ou quelque chose comme ça, en fait, me soulage beaucoup, même l'aide de l'ordinateur, parce que gros problème de lecture, par exemple, j'arrive pas à comprendre ce que je lis, même à l'heure actuelle. Donc, forcément, j'attends 1000 textes, j'ai juste à me concentrer sur ce qui est dit et non lire plus et essayer de comprendre le truc. Donc, déjà, voilà. Comme dit Rémi, je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que la RQTH, ce n'est pas la panacée. Et ça appartient à la personne, il faut le préciser. C'est-à-dire que la demande d'un statut de travailleur handicapé et le fait d'être reconnu travailleur handicapé par la MDPH, une fois que c'est accordé, c'est une notification individuelle, personnelle. Le jeune, par exemple, n'a pas forcément la nécessité de l'indiquer, de le dire. Par contre, ça permet parfois de lever des incompréhensions et ça permet du coup aussi parfois aux jeunes, donc, mais ce n'est pas le cas pour tous, hein, après c'est individuel, le jeune 10 qui, je dirais, n'a pas de difficulté, gère très bien, donc n'a pas une grande fatigabilité, effectivement, il n'y a peut-être pas d'intérêt de parler de son handicap. Par contre, celui qui a une grande fatigabilité, où ça va se voir, ça peut générer des incompréhensions, le fait d'avoir cette reconnaissance du statut de travailleur handicapé et de communiquer autour de ça, notamment dans le collectif de travail où ça peut générer des difficultés d'interprétation, là c'est peut-être important. Donc je pense que c'est une histoire de cas par cas. Et puis on sait que dans les 10, tous ces troubles 10, ils sont nombreux. Ils peuvent être aussi, vous pouvez être dyslexique, dysphasique, dyslexique en même temps, etc. Il y a une variété de handicaps et une variété d'intensité du trouble. Donc tout est une affaire aussi de personnes et d'environnement. Tout à fait. Ok, je pense qu'on va continuer avec la présentation. Merci, c'est génial. On va continuer à lire vos chats, mais la présentation est aussi, Fabienne, ça va répondre, je pense, à certaines de vos questions. Je passe à la slide suivante. Votre micro est bleu. Fabienne, vous avez fermé votre micro. Ah, merde. Ah, ça y est, vous m'entendez? Oui. Ouf. Donc, vous pouvez avancer. Oui, donc peut-être présenter Cap Emploi, puisque je ne suis pas allée un petit peu dans le détail des missions des Cap Emploi. En fait, c'est un réseau national, c'est un label, Cap Emploi. Je parlais d'Oe Prométhée tout à l'heure. Donc, Oe Prométhée, c'est l'association qui porte le Cap Emploi. Donc, vous avez 98 Cap Emploi en France. Donc, ils sont présents, ces Cap Emploi, dans chaque territoire. Et ce sont des associations loi 1901 qui portent ces Cap Emploi et qui ont des missions de service public. Okay. Alors, pour Cap Emploi Charente, nous, on a quelques spécificités et d'autres services à côté du Cap Emploi.
On intervient pour le compte de l'AGFIP, qui est l'association qui gère l'argent des entreprises privées qui n'atteignent pas leur obligation d'emploi. Donc l'AGFIP reverse un certain nombre d'aides aux entreprises, aux personnes handicapées, sous forme d'aides, de subventions, mais également au Cap Emploi et donc à des associations diverses et variées. Et nous avons effectivement, de la part de l'AGFIP, une prestation médicale sur le Poitou-Charentes, où on intervient pour, en fait, et ça c'est important, on parlait d'accompagnement tout à l'heure, on intervient pour le compte des Cap Emploi de la région Poitou-Charentes, des missions locales, des conseillers d'agence Pôle Emploi, par rapport à des personnes handicapées qui veulent vérifier la compatibilité de leur handicap avec leur projet de formation ou projet professionnel. Donc on a des médecins sur la région, psycho du travail également, qui vont effectivement donc déterminer les capacités des personnes à s'orienter sur un nouveau métier. Et puis, on a un service conseil et formation. Si vous pouvez revenir juste en arrière, un service conseil et formation qui s'appelle Dixit, qui intervient effectivement sur la santé au travail et le handicap. Parce qu'en fait, en 2006, on s'est rendu compte que de nombreuses entreprises souhaitaient aller plus loin dans la sensibilisation de leurs collaborateurs au handicap. Donc, on a des chefs d'entreprise qui sont très partants, effectivement, voire des DRH à recruter, qui sont sensibilisés, mais parfois c'est le responsable de production, les managers qui peuvent avoir quelques craintes par une méconnaissance, comme on l'a vu. Donc, on fait des sensibilisations ludiques, donc avec des jeux qui permettent de mettre en situation, donc des activités sensorielles, des pauses gourmandes dans le noir, un escape game handicap, donc pour sensibiliser le collectif de travail aux différents types de handicap et à l'inclusion. Donc, depuis 1991, on intervient sur le territoire charentais, plus particulièrement, sur l'emploi et le maintien dans l'emploi, donc avec une équipe de 28 salariés, dont 24 pour le service Cap Emploi, et des financements qui sont principalement publics pour le Cap Emploi, puisqu'on est financé par l'AGFIP, le FIPHFP, qui est donc en fait le pendant de l'AGFIP pour le secteur public, Pôle emploi et l'État. Donc ensuite, alors les missions du Cap Emploi, donc on intervient sur tout le département de la Charente, effectivement, auprès des personnes en situation de handicap, jeunes ou adultes, quel que soit le type de handicap, pour faciliter leur recherche d'emploi. Et bien sûr, la finalité, c'est l'insertion professionnelle durable, avec une équipe donc pluridisciplinaire, puisqu'on a des psychos du travail, des ergonomes, des job coachs chargés de relations entreprises, et bien sûr des chargés de mission emploi. Et puis, ça, c'est, je dirais, le volet accompagnement vers l'emploi. On a également un accompagnement dans l'emploi, où on intervient auprès de salariés ou agents dans la fonction publique. Ça peut être également des exploitants agricoles, notamment en Charente, on est quand même sur un territoire assez agricole ou viticole. Et auprès de ces employeurs, on va travailler en lien avec le médecin du travail pour conseiller, accompagner et favoriser le maintien dans l'emploi. Donc, depuis mars 2021, il faut savoir qu'en France entière, donc, il y a une nouvelle offre de service qui a été mise en place, donc en lien avec Pôle emploi. Donc, ce qui fait que nos conseillers experts handicap sont présents en charge 2 jours par semaine au sein de Pôle emploi pour aider à monter en compétence sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap et également avoir un interlocuteur unique vis-à-vis de l'entreprise. Donc après, si vous voulez. Donc là, très rapidement, c'est les 3 pôles, je dirais même 4 aujourd'hui, donc au sein de l'association. Donc vous allez retrouver tout ce qui concerne les missions vers l'emploi avec le pôle accompagnement. Donc là, par exemple, Stéphanie est chargée de mission emploi dans le cadre de l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap, donc avec une répartition par zone géographique sur le département de la Charente. Des psychologues du travail qui sont là aussi, également en soutien. Le pôle entreprise, où là, nos missions vis-à-vis de l'entreprise, on l'a vu tout à l'heure, l'importance de la sensibilisation des employeurs, le fait de détecter des offres d'emploi, le fait de proposer ces offres d'emploi à nos candidats pour effectuer ce matching. Le pôle maintien dans l'emploi, où on a chaque année à peu près 200 maintiens dans l'emploi réussis sur le département. Et puis, depuis 2 ans, ce pôle inclusion, avec un chargé de mission inclusion, où on intervient bien sûr avec les CFA, avec la mission locale, avec Pôle emploi,
pour travailler sur la sécurisation des parcours. Fabienne, on a une question de Jeanne qui dit à partir de quel âge les jeunes peuvent-ils venir dans des sites comme Cap Emploi afin d'être aidés sur une orientation scolaire ou professionnelle? Là, pour Cap Emploi, c'est plus professionnel, je pense. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, nous, à partir du moment où le jeune est sur un projet d'accès à l'emploi, et qu'il est sur une démarche de reconnaissance du statut travailleur handicapé, il peut effectivement venir à Cap Emploi. Donc nous, on va accompagner en fait les jeunes ou adultes qui sont soit déjà reconnus travailleurs handicapés ou en voie de l'être. Donc par exemple, notre chargé de mission inclusion dans le pôle inclusion, aujourd'hui, il travaille beaucoup avec les structures médico-sociales aussi, puisqu'il a alors je vais utiliser beaucoup d'acronymes, désolé, hein, mais il travaille par exemple avec des CESAD, avec des IME, IMPRO, en fait des structures spécialisées qui accompagnent des jeunes en situation de handicap, qui déjà, ces jeunes sont sur l'après et la recherche d'emploi. Ce sont des jeunes qui peuvent sortir du milieu protégé pour aller vers le milieu ordinaire, qui en ont les compétences pour certains, pas tous, hein, qui en ont les compétences. Et notre mission, c'est aussi de favoriser en fait ce rapprochement avec l'entreprise, parce que on a connaissance d'un réseau d'entreprises quand même relativement important, parce qu'on connaît des moyens de compensation. Et je dirais qu'avec l'appui des éducateurs, des référents de ces établissements qui connaissent bien le jeune et ses besoins, et nous, plutôt l'entreprise et le milieu économique, on arrive à favoriser l'adéquation. Il y a aussi les missions, c'est ça. Muriel? Non, je voulais seulement dire, quand je vois un peu donc les questions des personnes, c'est que en fait, quand les jeunes sont à l'école, donc il y a souvent des PAP qui ont été mis en place, donc des plans d'accompagnement personnalisés, on va dire, où il peut y avoir des aménagements qui ont été demandés. Donc là, les enseignants en tiennent compte ou non. Hein, voilà, c'est un peu en fonction des enseignants. Mais bon, ça a bien évolué quand même, hein, il faut le dire. Par contre, quand le jeune ensuite va faire un apprentissage ou justement si après il veut aller au Cap Emploi, il faut vraiment faire une demande de reconnaissance travailleur handicapé du côté pôle adulte. Et ça, on a beaucoup d'apprentis qui arrivent et qui pensent que comme ça a été reconnu quand ils étaient scolaires, ils n'ont pas besoin de faire cette démarche du côté adulte. Et s'il faut la faire, si on veut pouvoir bénéficier de tous ces accompagnements bien spécifiques. Voilà. Et pour achever l'avant-emploi, en fait, Madame Pro travaille aussi à Cap Emploi, mais il y a des fédérations, il y a la Fédération française des 10, par exemple, et en tout cas en Charente, il y a une association des 10 qui est AAD 10. Donc je suppose, je ne sais pas si vous êtes en Charente, mais je suppose que dans chacun des départements ou des régions, il y a des associations locales qui pourront vous aider, vous suivre, voire vous orienter pour le diagnostic si besoin est. Je ne me trompe pas, j'espère. Oui, non, tout à fait. La A10 en Charente, Madame Bardou, on travaille beaucoup effectivement avec cette association parce que ça permet d'avoir une prise en charge un petit peu différente avant l'emploi. Et puis même la mission locale, hein. Donc nous en fait, dans le cadre du service public de l'emploi, donc on s'organise sur aussi, parce qu'un jeune suivi par la mission locale peut être en situation de handicap, un jeune à Cap Emploi en situation de handicap donc, peut être accompagné par Cap Emploi, et donc, ou par Pôle Emploi, donc il peut être effectivement, selon qu'il soit handicapé, jeune, voilà, sur un des 3 organismes du service public de l'emploi. Après, c'est une histoire aussi de diagnostic et de complémentarité des offres de services. Donc, si on sait que, si on voit, nous, par exemple, un jeune qui a des troubles 10, mais qui a besoin, par exemple, que la garantie jeune, qui est un dispositif de la mission locale, est quelque chose d'approprié pour lui, qu'il a besoin peut-être de travailler sur sa mobilité de manière plus approfondie, c'est peut-être plutôt la mission locale qui va l'accompagner. Inversement, hein, Muriel, si c'est un jeune qui a besoin, dans le cadre de l'accès à l'emploi, peut-être d'avoir une adaptation, une compensation, la mise en place peut-être d'un réseau, là, on peut travailler ensemble plutôt sur l'accompagnement Cap Emploi. Donc voilà, on va travailler vraiment en partenariat pour éviter surtout, parce que c'est ça la finalité, que le jeune s'épuise à taper à toutes les portes. C'est ça, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'on travaille vraiment bien en partenariat et tant mieux parce qu'effectivement, c'est en fonction du besoin du jeune qu'on voit un peu
qui fait rappel. Et donc, voilà, on travaille très, très régulièrement ensemble en fonction des difficultés du jeune. Tout à fait. Du jeune ou des parents, d'ailleurs, parce qu'effectivement… Et des parents, oui. Oui, oui, oui. C'est le parcours du combattant, des fois, je sais. C'est clair, c'est clair, c'est clair, oui. Donc, le public cible, on peut peut-être passer, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur le Cap Emploi qui on accompagne. Alors là, cette slide me semblait intéressante parce que on parle beaucoup d'égalité, d'équité, on parle d'intégration, d'inclusion. Enfin voilà, on utilise, je dirais, on a le lot, chaque année un lot de termes un petit peu différents. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que là, on est vraiment sur le principe de compensation. Chacun a des besoins différents, en fait, et on cherche à donner à chacun ce dont il a besoin pour assurer l'équité et donc, bien sûr, l'égalité des chances. Donc, on est bien sur une réponse à un besoin spécifique. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on essaye de travailler, c'est-à-dire de dire qu'effectivement, on n'essaye pas de gommer les handicaps ou les particularités, mais on les prend en compte dans un accompagnement ou dans une démarche inclusive. Alors, les missions du Cap Emploi, au sein de notre association donc, et au sein du Cap Emploi, l'avantage, si vous voulez, c'est qu'on est sur un accompagnement individualisé. Donc, le jeune ou l'adulte en situation de handicap, bénéficiaire d'une reconnaissance du statut de travailleur handicapé ou d'une rente accident de travail, maladie professionnelle ou d'une pension d'invalidité, qui frappe à notre porte, qui est en recherche d'emploi ou de formation, il va avoir un référent unique. Expert handicap, et ça va lui permettre effectivement d'être aussi dans une relation de confiance et pas avoir un interlocuteur qui va changer tous les 3 mois, et d'avoir un accompagnement individualisé sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter, nous, dans l'accompagnement, à partir du moment où le jeune ou l'adulte retrouve un emploi durable. Donc, on va l'accompagner dans sa démarche de recherche de formation, de définition de projet et de recherche d'emploi. Et puis, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, on va promouvoir sa candidature auprès d'employeurs privés ou publics pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Donc là, par exemple, prochainement, on travaille pour une entreprise qu'en Charente, tout le monde connaît, qui est Schneider, avec qui on travaille, mais ce n'est pas la seule. Et on va travailler, par exemple, avec Start People, une agence de travail temporaire, pour faire un job dating et travailler sur un sourcing de candidats pour l'entreprise Schneider. Donc voilà, donc on va activer notre réseau, essayer de trouver en fait sur le territoire les entreprises engagées, bienveillantes, sur lesquelles on va pouvoir proposer des candidats. Et puis on a toute la partie auprès des entreprises où on va travailler sur la recherche de solutions de maintien dans l'emploi. Donc là, on est vraiment sur un triptyque, je dirais, employeur, salarié, médecin du travail. Donc on est vraiment en fort partenariat avec les services de santé au travail, la médecine de prévention, la CARSAT, la MSA, pour trouver des solutions de maintien au poste de travail. Vous avez bien compris que la finalité, c'est sécuriser l'emploi. Donc, aménagement, pas forcément, parce que parfois, il y a des choses qui relèvent simplement du bon sens, et ça peut être un aménagement technique, mais un aménagement organisationnel ou autre. Donc, voilà rapidement sur les finalités des Cap Emploi, mais je passe, je ne veux pas être trop longue. Sur les 10 plus particulièrement, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, vous avez vu Stéphanie qui est référente 10. En fait, on a des collaborateurs, des chargés de mission emploi plus particulièrement, qui se forment régulièrement aux différents types de handicap. Donc, on ne peut pas être des spécialistes de tous les types de handicap. Donc, c'est pour ça qu'on va travailler aussi avec des associations spécialisées. Par contre, on est monté en compétence sur ces particularités, et notamment dans le cadre de l'insertion professionnelle. Donc, l'équipe est formée régulièrement sur les différents types de handicap. Et puis, il y a des référents. Donc, on a les référents, comme Stéphanie dit. On a une référente TSA sur les troubles du spectre autistique. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on a, bien sûr, des salariés qui peuvent avoir, à des degrés divers et variés, une situation aussi personnelle ou familiale qui fait que le handicap les touche de près. Et nous avons également tissé des liens, mais je le disais tout à l'heure, avec l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. On travaille avec les CFA, justement, en Charente, pour travailler sur les dispositifs qui existent, les aides financières, aider les jeunes qui arrivent dans le CFA pour pouvoir s'adapter au mieux.
Beaucoup de jeunes, alors ça, je crois que c'est Stéphanie qui l'a dit tout à l'heure, beaucoup de jeunes ou adultes vont développer des stratégies de compensation pour cacher ce type de troubles. Et c'est vrai que ce qu'on voit dans les entreprises dans lesquelles on arrive, c'est-à-dire que le médecin du travail n'a même pas été sollicité pour faire une visite médicale d'embauche, l'employeur n'est pas au courant, le jeune a caché ses troubles, mais qui étaient quand même assez, entre guillemets, envahissants, et du coup, on arrive à une situation de non-retour où il y a un échec à l'apprentissage. Donc, c'est un échec pour le jeune, c'est un échec pour l'entreprise, qui du coup le vit négativement, et d'où la nécessité de travailler aussi sur cette information quand la personne, le jeune, a des difficultés dans son emploi. Si je peux me permettre, il me semble que j'avais vu justement quelqu'un qui parlait de cette situation et qui disait qu'il était peut-être préférable de ne pas en parler en début de contrat parce que ça risquait peut-être de fermer des portes. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est pas la bonne solution de cacher ces difficultés et ces troubles 10 dès le départ, parce que ça va très rapidement se voir et puis on va arriver effectivement à une situation de non-retour. Exactement. Alors, je sais que plus haut dans le chat, il y avait une question à savoir, est-ce qu'on dit dès l'entretien d'embauche? Qu'est-ce que vous en pensez? Lucas, par exemple. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Très bien. Alors moi, ce que j'en pense, j'accompagne depuis plus de 3 années maintenant, à travers la commission d'insertion professionnelle des publics, toute situation de handicap, dont des 10. Cette question revient chaque fois. Le meilleur moment, c'est quand on souhaite en parler. Après, l'enjeu, c'est surtout de se dire si à l'instant T, je pense ne pas avoir besoin d'aménagement et que demain, malheureusement, parce que le poste, on se rend compte que l'environnement attendu et le réel, il y a une différence, un gap qui peut parfois être assez important. Eh ben, mieux vaut en parler et de le présenter sous... moi, j'avais présenté un entretien, par exemple, de dire ça me permet d'être plus efficace, plus productif et transformer la différence en performance en disant grâce, par exemple, à des listes de tâches, des rappels calendriers, ça m'évite d'oublier des tâches importantes et de se dire, de se remettre aussi en question, ce qui est aussi intéressant en entretien, de ne pas être trop confiant, alors sans se dénigrer, c'est toujours l'enjeu d'un entretien d'embauche, un peu poker menteur sur les bords parfois, mais en tout cas, c'est aussi important de savoir le présenter, de le préparer aussi, et c'est pour ça que les équipes, soit la mission locale Cap Emploi ou les référents handicap des écoles peuvent aussi apporter une expertise et un témoignage et aussi une prise de recul parfois sur le stress lié à un entretien. Après, parfois aussi, il faut reconnaître que les délais du côté de la MDPH sont parfois très longs. Moi, j'ai entendu dans les départements, soit en Ile-de-France ou en Auvergne-Rhône-Alpes, on est à plus de 9 mois maintenant d'attente pour des renouvellements, même des premières demandes aussi. Donc, c'est vrai que parfois, ces délais peuvent parfois impressionner les jeunes et se dire « oh là là, je m'en occuperai plus tard ». Et en fait, c'est pour ça que citer les acteurs de terrain, également associatifs, associations thématiques 10, sont une caisse de résonance permettent d'avoir aussi, de confronter les regards et de se dire demain, quand je me lance dans le dossier demande MDPH, qui est, je crois, de plus de 8 pages, avec plus de 100 cases à cocher, donc de se dire comment je me lance, voilà. D'ailleurs, en regardant pour moi-même, pour renouveler ma demande de RQTH, enfin mon statut très handicapé, je ne trouve toujours pas de case troubles cognitifs, donc je suis vraiment intéressé même par les slides de Fabienne, parce que pour le coup, voilà, on n'apparaît pas sur le formulaire encore, donc voilà, je serai donc handicap moteur et je vais mettre autres troubles 10. Mais on avance petit à petit, mais on rame un peu les troubles 10. Tout n'est pas acquis, même si je remercie tous celles et ceux qui sont parmi nous cet après-midi, aussi à distance, les participants. Mais c'est vrai que ça reste qu'on est habitué, en plus avec les nouvelles générations, les fameuses générations Z, où
où on a quand même des publics, si on ne leur répond pas dans les 6 heures, c'est considéré comme long sur les réseaux sociaux, les services clients. Qu'on leur explique ce que c'est que 8 mois dans une vie d'attendre, c'est quand même pas simple quand on a 15 ans, 16 ans, qu'on est au lycée, de se dire je serai où dans 8 mois. Voilà, donc il y a aussi cet accompagnement à avoir et cette prise de recul qui est parfois pas simple quand on est un millennial, ce qui n'est plus mon cas. Très, 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 très bonne remarque. Effectivement, les délais ne correspondent pas aux attentes, malheureusement. Mais par contre, je vais rebondir sur ce que vous disiez aussi, c'est que vous recommenciez par vos points forts, parce que Rémi, comme vous, comme les autres que je connais, moi, toutes les personnes 10, en ayant des troubles 10 que je connais, en tout cas, je sais qu'ils le sont, parce que j'en connais probablement qui ne le disent pas, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont tenaces. Ils lâchent pas l'affaire. Et je crois que c'est très important de mettre ça en avant, de dire oui, c'est comme dans toute situation de handicap, on a une situation de handicap d'un côté, mais on compense de l'autre. Et pour avoir accompagné des jeunes dans leur recherche d'emploi et des porteurs de projets, moi, ce que je dis toujours, et là je mets un petit peu ma casquette effectivement, c'est que quel que soit votre projet professionnel, etc., mettez vos points forts en avant. Et vous êtes qui vous êtes, avec vos troubles, avec vos soucis, mais mettez vos points forts en avant. Vous dites, ben voilà, moi je suis tenace, je ne lâche pas l'affaire. J'ai d'autres troubles ou difficultés, par exemple dysorthographique, j'ai d'autres difficultés sur l'orthographe, mais j'ai trouvé des palliatifs, et puis je sais m'accrocher, et voilà. Et c'est comme le disait Fabienne, au niveau de l'emploi, les sociétés recherchent, enfin, le savoir-être professionnel, c'est 60%. Et c'est quelque chose qui me paraît important de mettre en avant, en tout cas pour les jeunes qui cherchent l'apprentissage. Alors, je n'ai pas la réponse, parce que de dire est-ce que je le dis, est-ce que je ne le dis pas, mais c'est quelque chose d'important, c'est de toute façon de mettre les points forts en avant et après de décider de le dire ou pas. Alors, juste sur la MDPH en Charente, je demande à tout le monde de venir en Charente parce que nous, c'est 2 mois, hein, le délai. Donc, c'est la MDPH de France qui a les délais les plus courts. On a de la chance. Ouais. Je vais me renseigner alors. je fais ma valise là. Mais Lucas, je veux bien que tu viennes en Charente, hein, ça nous arrange. Justement, justement, on va continuer, et Fabienne a parlé de l'inclusion versus l'intégration. J'avais une slide que j'aimais bien, donc si on a 2 minutes, je vais vous la montrer parce que je la trouve sympa et visuellement, je trouve que ça représente bien l'idée que c'est la différence entre les deux, et pour moi, c'est très important. Donc, sur le slide, sur le diapo de Fabienne, vous aviez vu l'équivalent de ça, où c'est équité, égalité versus équité. Et en fait, c'est ça. Maintenant, on parle beaucoup d'inclusion. On parle beaucoup moins d'intégration. C'est un terme, si j'ai bien fait mes recherches, qui vient des États-Unis. Et c'est d'inclure, dans notre cas, puisque nous intéressons aux troubles 10, tout le monde au sein d'une structure, au sein de la classe, au sein de la formation, au sein de l'entreprise, au milieu des autres, entre guillemets, mais en adaptant leur parcours, en adaptant leur façon de travailler potentiellement. Et je repasse la parole à Lucas. Ou alors je vais mettre la vidéo, Lucas ? Comme vous voulez. Écoutez, vous pouvez peut-être commencer à présenter ce que vous faites, puis je mettrai la vidéo si vous le souhaitez. D'accord. Nous, en termes d'accompagnement, on accompagne tous les publics exposés aux troubles de lecture. Ça inclut aussi la déficience visuelle et avant tout les troubles 10. Et l'approche, c'est de pouvoir permettre, pour nos 3 faiblesses, vu qu'on parlait de faiblesses un peu plus tôt, on va pouvoir travailler en utilisant les dernières technologies et méthodes, telles que la carte mentale, le mind mapping, par exemple, pour la prise de notes alternatives, passer du tout papier au tout digital pour pouvoir être lu par tout le monde et se retrouver dans ses notes et ne jamais perdre le moindre document. Et aussi comment lire la lecture pour les dyslexiques. Alors justement, on parlait
d'arguments pour le statut de RQTH. Ça nous permet, par exemple, d'avoir accès aux bibliothèques sonores, aux bibliothèques adaptées publiques, alors qui ont été créées plutôt pour le braille, les publics non-voyants ou à faible vision. L'avantage, c'est que grâce à cette exception liée au handicap sur le droit d'auteur, ça nous permet d'avoir accès à des livres qui sont adaptés pour avoir une lecture avec une voix de synthèse qui sont de bien meilleure qualité que celles que vous verrez dans un coin instant dans la vidéo, qui a un petit côté Goldorak sur les bords, mais là on sait un petit peu, il y a plein d'innovations grâce aux GAFA, notamment on arrive à avoir des voix de plus en plus réalistes, donc ce document un peu daté, donc maintenant on a des plus belles voix sur ces smartphones, etc. Mais ça permet de pouvoir, moi pour ma part, ça m'a permis de passer d'un livre par an à un livre, quasiment un livre tous les 15 jours, donc ce n'est pas rien. L'avoir vécu personnellement, en fait, grâce à ces innovations avec les livres audio, nous c'est ce qu'on va chercher à apporter, c'est de permettre d'apporter à la fois les meilleures méthodes d'innovation et avec une pédagogie inclusive, c'est-à-dire qu'on va on va partir aussi des faiblesses qu'on a en tant que 10, c'est-à-dire avoir une écriture visible pour certains d'entre nous, une lecture qui n'est pas forcément innée dans nos process, on va plutôt être branché vidéo, contenu audio, et comment transformer justement le contenu texte en contenu audio. Donc là, sur la vidéo, vous allez avoir le témoignage de deux utilisateurs. La première partie, c'est ma présentation, mais après, le plus important, c'est surtout les utilisateurs. Donc avec Caroline, qui est déficiente visuelle, consultante et les journalistes et animatrice radio, sur la radio Sud Radio. Et vous avez aussi Aurélien, qui est alternant dans l'aéronautique chez Safran, et donc qui expose en quoi nos applications partenaires lui ont permis de reprendre le goût à la lecture dans son contexte, qui est donc les métiers de l'aéronautique de son BTS aéronautique. Donc Stéphanie, vous pouvez lancer la vidéo. J'en appelle à la régie. J'ai à la fois une dyslexie et une dyspraxie, donc en termes de conséquences, j'ai des difficultés pour lire et pour faire des gestes techniques. Et en tant que professionnel, il y avait un décalage chez moi, je ne sais pas si c'était la même chose chez vous, donc je vais la remettre. j'ai à la fois une dyslexie et une dyspraxie, donc en termes de conséquences, j'ai des difficultés pour lire et pour faire des gestes techniques. Et en tant que professionnel, moi, ma difficulté, c'est au niveau de l'orthographe et de la lecture. J'ai créé une start-up qui développe des applications permettant de lire et prendre des notes différemment, donc à destination des dyslexiques et déficients visuels. Je suis handicapée visuelle à 90% depuis l'âge de 13 ans et demi. J'ai une grave pathologie rétinienne qui est invisible de prime abord. Effectivement, on ne voit rien. On ne voit rien et pourtant, je suis handicapée au quotidien. Troubles des apprentissages, 7% de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ont des troubles de... Le principe, c'est de scanner un texte. Vous avez vos oreillettes à l'extérieur et ça nous le lit en retour, comme quand vous écoutez de la musique, en fait. Mes oreilles sont mes yeux. Je suis en aéronautique dans le système, donc en BTS, donc tout ce qui est aérospatial, donc ça regroupe tout ça. Ensuite, j'ai en alternance parce que j'ai trouvé que c'était mieux, on a plus le contact en fait au niveau des entreprises et aussi du secteur d'activité qu'on va prochainement avoir après l'obtention du diplôme, et aussi parce que c'était une passion. Ça m'apporte un plus parce que j'ai testé d'autres applications comme celle-ci auparavant, mais en fait Digital Reader en fait m'a beaucoup aidé au niveau de la rapidité de l'utilisation, contrairement aux autres, et m'a vraiment simplifié la vie au niveau du travail et aussi au niveau de l'éducation et des cours. Les fonctionnalités que j'utilise au quotidien sont diverses. Elles peuvent passer de la photo au téléchargement déjà fait de la photo sur un texte pour relire la question qui a été faite, pour gagner du temps en fait et avoir des longs textes par exemple de 2 pages, avoir déjà sous la main et déjà pouvant être déjà lu, et le scanner était déjà fait, donc était plus rapide.
L'adaptation s'est bien faite. Il n'y a pas eu vraiment d'ambiguïté au niveau de l'application et de l'utilisation de l'iPad pendant le travail. Ça m'a beaucoup apporté au niveau de la vitesse de lecture parce qu'en fait il y avait des vocabulaires que je n'utilisais pas fréquemment et qu'avec le monde du travail où maintenant je suis, des vocabulaires qui me sont pas familiers au début et maintenant me sont familiers et je peux les dire correctement et ne pas me tromper dessus. Avant, en fait, parce que je lisais quand même le texte, mais en fait, il y avait beaucoup d'erreurs de lecture avec Digital Reader. Ça m'a beaucoup amélioré au niveau de la lecture et de la compréhension. Je la recommande déjà à certains de mes amis que je côtoie encore avec des associations dysphasiques et dyslexiques, parce que c'est vraiment une application qui change contrairement aux autres et qui se démarque. Donc il y a beaucoup de choses qui sont différentes et qui sont simples d'utilisation. Voilà donc une application que... Comment se procurer cette application? En fait, il y en a plusieurs. Là, ça fait partie d'une gamme d'applications. En fait, suivant si on a un smartphone de type Android ou iPhone ou autre, on va recommander différents éditeurs. Donc, ne pas hésiter. Nous, on propose des démonstrations à distance qui sont toujours gratuites afin de voir suivant le contexte d'utilisation. Là, par exemple, pour prendre le cas d'Aurélien, il est dans une usine avec un iPad. Il est le seul avec l'équipe dirigeante à avoir un iPad, un environnement très mobile. Et si on est dans un bureau fermé ou si on est dans un bureau partagé, on ne va pas proposer les mêmes solutions, les mêmes applications, parce qu'on ne va pas avoir le même appareil, le même écran entre les mains, on va dire. Donc, on va adapter toujours ce volet-là. L'approche qu'on a aussi, qui est moins abordée côté de ces deux témoignages, c'est aussi sur les prises de notes alternatives. C'est pour ça que je vous avais envoyé en amont aussi la vidéo sur le mind mapping, un entrepreneur en situation de handicap qui est Walt Disney, aussi pour prendre du recul sur l'image que certaines peuvent avoir sur les troubles 10. Nous, on a eu le plaisir d'intervenir aussi dans le secteur de l'aéronautique et de l'ingénierie, par exemple Air Liquide, qui fabrique actuellement les carburants de demain, l'hydrogène, les énergies qui pourront faire rouler tout ce qu'on veut, que ce soit des avions, des voitures, avec des gaz qui sont donc non polluants. La plupart du centre de recherche, on a eu à peu près un tiers de dyslexiques parmi leur équipe d'ingénieurs, voire plus, donc un tiers en tout cas qui en parlait ouvertement. Donc il y a aussi cette notion-là qu'on a l'image de l'enfant dyslexique qui est totalement normale puisque l'école étant très peu inclusive pour le coup, avec le fait qu'on impose le papier, les dictées, etc., on va avoir ces problématiques qui vont ressortir, et je tiens à souligner l'engagement des parents face à, on va dire, ce parcours, ce chemin qui n'est vraiment pas simple pour le coup. Et donc, une fois qu'on a atteint le fait d'être en poste et d'être dans des environnements de travail qui sont plutôt ouverts sur les méthodes d'apprentissage alternatives, et ça permet de pouvoir dépasser aussi son potentiel, révéler son potentiel. Et c'est ce qu'on essaye, nous, d'apporter au sein de Digital Inclusif, avec à la fois ces innovations pour lire, écrire, et aussi apprendre différemment avec la carte mentale qui, dans un certain contexte, si elle est bien utilisée, c'est-à-dire ne pas tout prendre en carte mentale, parce que sinon ça peut prendre plus de temps que prévu, mais en tout cas faire son brouillon de compte-rendu de réunion ou de fiche de révision, de le faire en carte mentale et de l'écouter avec des voix de synthèse qui sont plus agréables que celles-ci désormais, donc pour pouvoir réviser ou préparer ou apprendre tout type de contenu. D'accord. Et bon, ça effectivement, vos applications est une méthode, mais il y a aussi d'autres systèmes. L'accompagnement en emploi, par exemple, ça peut être comme juste l'achat d'un ordinateur pour faciliter l'insertion dans l'emploi, ou d'un iPad en l'occurrence. J'avais lu aussi, mais il y a d'autres systèmes comme une lampe. Je ne sais pas si vous avez utilisé, qui facilite la lecture ou le changement d'écriture. Parfois, c'est... Muriel, vous vouliez...
intervenir peut-être, mais parfois c'est des choses qui sont simples à faire, parce qu'une de mes questions que j'avais, c'est est-ce que ça complique cette inclusion, est-ce que ça complique la tâche de l'employeur? Et parfois il suffit d'un petit changement dans ce qu'il fait, non? Oui, effectivement, quelquefois, il suffit d'un petit changement. Il suffit, par exemple, la veille d'une réunion, de donner donc toutes les informations à la personne qui ait le temps de le lire. Il suffit, par exemple, oui, vous disiez de grossir, par exemple, les documents enfin voilà, il suffit de choses qui sont pas compliquées à faire et qui peuvent faciliter vraiment le travail de la personne en situation de handicap. Ou de privilégier les instructions orales s'il y a des soucis de lecture, ou l'inverse. C'est peut-être ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Éviter de demander à un dyspraxique, un dysphasique, par exemple, de prendre la parole devant tout le monde. Voilà, ça peut être des petites choses, effectivement, de reprendre ce qui avait été préconisé lors d'un PAP quand ils étaient à l'école, effectivement. Ouais. Pardon, si je peux compléter simplement sur l'exemple de la lampe, des lunettes et autres nouveaux terminaux, enfin outils d'aide. Moi personnellement, quand au sein de Digital Inclusif, on est 3 à agir, donc on essaye d'avoir un panel des plus objectifs, c'est-à-dire de voir à la fois nous, dans notre équipe, on a 3 situations de troubles de la lecture différentes, Caroline avec les déficiences visuelles, Benoît avec le daltonisme et moi-même sur les troubles 10, de pouvoir faire tester ces nouveaux outils avec nos 3 regards. Pour le coup, sur la lampe Lexi Light, pour le coup, moi je l'ai testé à plusieurs reprises, je l'ai fait tester aussi par d'autres apprenants. Alors apparemment, pour ma part, ça n'a pas fonctionné. Après, sur d'autres publics, j'ai aussi regardé, consulté, au-delà des associations, aussi des avis d'acheteurs où il y avait des avis plutôt positifs. Après, la limite, quand on voit le contexte Covid, c'est que se trimballer avec sa lampe sous son bras, c'est un peu compliqué aussi, parce que pour le coup, il en faut une à la maison, une à l'école, elle coûte 700 € à peu près, donc bon, voilà, ça reste aussi une charge supplémentaire à la famille. Bon, après, il y a des modalités de financement, évidemment, mais pour le coup, j'ai plus bien matché pour le moment avec cet outil, comme il y a par exemple Atoll qui a lancé des lunettes adaptées au 10 avec une start-up en interne. Moi, je l'ai testé, j'ai eu des maux de tête en 30 secondes. Après, j'ai essayé de voir aussi d'autres opticiens. Ils m'ont tous dit, à chaque fois qu'ils la font tester, les personnes la reposent et ils en ont vendu aucun exemplaire au bout de 6 mois. Donc, c'est aussi notre rôle d'aller au-delà de la promesse aussi du vendeur, du fait de notre indépendance, pouvoir tester, voir ce qui marche bien. On espère être le plus objectif possible. On travaille énormément avec Google, Microsoft et aussi un peu Apple pour s'adapter aux environnements de poste de travail, avec pas forcément le besoin dans certains cas de jeter des logiciels. Si par exemple dans Microsoft, sur Office, on a maintenant des touches dictées, lire au doigt qui sont intégrées nativement, donc ce qui permet un levier en termes d'inclusion incroyable. Et donc, notre mission, ça peut paraître dingue de dire ça, mais c'est peut-être de ne plus exister dans 10 ans quand tout sera accessible. Bon, pour le moment, ce n'est pas prévu pour tout de suite, malheureusement, mais en tout cas, on essaie de se tenir en veille de toutes les innovations, et je pense aussi important de voir quel est l'utilisateur final, le dyslexique, le ou la dyslexique, quel est son avis, parce que pour le coup, moi demain, si j'ai acheté un fauteuil roulant, je ne le souhaite pas, mais est-ce que je serais ravi que quelqu'un l'achète pour moi sans me connaître, sans m'avoir jamais vu? J'en doute, et c'est un petit peu la limite de certaines structures où on voit souvent des enfants témoigner. Moi, j'ai jamais aimé lire avant très longtemps, en fait, avant d'être dans la vente, ça m'a plu. Donc pour le coup, on m'aurait filmé en tant qu'enfant en train de dire j'aime lire grâce à un outil spécifique. J'aurais dit waouh, est-ce qu'ils sont vraiment 10 ou c'est des acteurs? Enfin pour le coup, oui, il faut toujours, je pense qu'avoir un esprit critique, c'est toujours important, et partir de choses qui marchent, comme l'a souligné Muriel sur l'agrandissement de caractère.
L'aide humaine en examen, je suis pour aussi qu'on garde de l'aide humaine en examen, parce que suffit que l'ordinateur, je ne le souhaite pas, mais imaginons le jour J, il tombe en panne, ce serait bête de rater le diplôme. Mais là, c'est un sujet qu'on a actuellement avec une jeune qui est en train de passer un concours dans la fonction publique. Et en fait, on a préparé un ordinateur, elle va l'utiliser normalement quand elle sera en poste par la suite. Mais le jour de l'examen, on m'a dit, mais souvent, Lucas, des fois, la personne qui s'occupe de gérer le matériel oublie d'amener le matériel et la personne doit revenir l'année prochaine. Alors j'ai dit non, on va mettre aussi de l'aide humaine pour éviter ce type de mésaventures. Et pour le coup, il faut vraiment bien se renseigner avec beaucoup de regards externes, comme on l'a cet après-midi avec vos différents ressentis, et ne pas oublier, surtout en contexte d'examen, l'aide humaine. Après l'ordinateur, ça peut permettre plus d'indépendance, plus d'autonomie pour l'apprenant, ne pas hésiter avec tablette, ordinateur, peu importe le device, l'appareil, mais en tout cas, on n'est pas pour supprimer l'aide humaine, surtout en contexte d'examen où ça reste quelque chose de plutôt fiable face à une panne, en théorie en tout cas. Noter l'aide humaine, de toute façon, c'est toujours important, quelle que soit la situation. Mais est-ce que vous parliez de tester, etc. Est-ce que vous avez un blog, une newsletter ou un vlog, enfin quelque chose sur lesquels vous mettez ces avis, ou est-ce qu'on peut trouver justement pour des parents ou pour des jeunes 10 qui voudraient, ou pour des entreprises ou des centres de formation qui doivent se renseigner, où est-ce qu'ils peuvent se renseigner sur l'adaptabilité et les meilleurs outils? Alors les aides financières, c'est quelque chose, mais plutôt les outils qu'on ne connaît pas forcément. Nous, en fait, on relaie via notre compte Twitter, aussi sur notre site internet. Actuellement, on est en train de le refaire pour être justement plus sur être à la fois aussi sur l'accompagnement avec des avis, plus de tutoriels. Le Covid a ralenti pas mal de choses aussi, parce qu'on voulait que ça parte des utilisateurs avec aussi du présentiel. Donc là, actuellement, ce qu'on propose pour permettre d'être aussi le plus inclusif de notre côté, parce qu'on a aussi des parents qui sont disponibles que de 18h à 19h à distance. Donc c'est aussi ce que permet des réunions à distance comme Zoom, peu importe l'outil, mais en tout cas de permettre. Donc là, ce qu'on recommence, c'est via notre page Facebook, c'est de nous contacter pour pouvoir voir en direct comment on peut vous accompagner avec... nous, on a accompagné récemment, par exemple, une mère d'une collégienne qui actuellement est en préparation du brevet, très stressée. Donc là, pour lui donner des conseils, la mettre en lien aussi vers la mission locale aussi, parce que c'est aussi notre rôle de pouvoir mettre en lien avec des acteurs de terrain. Et donc, ça lui a permis en moins d'une heure d'avoir une solution de prise de notes, un dictionnaire à images, la correction français-anglais, anglais-français, parce qu'il y avait un enjeu aussi autour de l'apprentissage de l'anglais. Et ça, typiquement, en présentiel, ça aurait été très compliqué à avoir, un rendez-vous sous ce format-là. Et donc, nous, pour le moment, actuellement, pour nos bénéficiaires, donc les familles de jeunes, on ne facture pas pour le moment cet accompagnement à distance. Nous, notre approche en tant que start-up sociale, c'est à partir du moment où il y a un premier pas en stage et en alternance, de pouvoir permettre de retrouver cette qualité, tout son potentiel, à la fois en entreprise ou dans la fonction publique, peu importe son employeur. Et donc, nous, cet accompagnement, on va prochainement lancer une nouvelle plateforme. Et pour le moment, à date, on n'a pas encore de newsletter. On sera ravis de vous en tenir informé dès que ce sera le cas. Mais là, on est plutôt sur une approche one-to-one pour accompagner nos bénéficiaires. On vous entend plus, Stéphanie. Votre micro est coupé, je crois. J'ai coupé mon micro pour éviter les effets. Et au niveau de Cap Emploi et missions locales, est-ce que vous avez des listes ou des conseils que vous donnez aux 10 ou des avis sur des accompagnements ou des outils que vous avez vous avez fait essayer? Disons que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les contraintes en fonction des troubles, elles sont vraiment liées à une situation donnée. Ce n'est pas une solution en général. Donc la solution, elle est vraiment particulière à la situation. Et alors, on n'a pas un catalogue, on ne peut pas avoir de catalogue puisque de toute façon, non seulement c'est lié à une situation donnée, mais en plus c'est lié à un trouble individuel.
Donc, on a effectivement des idées générales, hein, comme tout le monde, c'est-à-dire que l'ordinateur pour les dyslexiques, c'est ce qu'il y a de mieux, la reconnaissance vocale, des choses comme ça. Après, c'est surtout à la personne d'essayer. Et nous, on va permettre en fonction, alors avec nos collègues du maintien qui sont généralement super fortes en ergonomie, qui vont nous aider à affiner ces choses-là. Et puis, c'est l'utilisateur, surtout, on va s'appuyer sur l'expérience de l'utilisateur qui, lui, connaît excessivement bien son trouble et sait surtout ce dont il a besoin. Donc, on va déjà partir de là. Et après, en fonction, effectivement, de la situation, on va essayer d'adapter avec le premier outil qu'on va trouver. Si celui-là n'est pas là, on va aller chercher. Mais parce qu'il y a tellement d'aides possibles que en faire un catalogue exhaustif serait totalement impossible, à mon avis. Pour ma part, moi, je sais que, par exemple, j'ai essayé plusieurs méthodes. Et déjà, juste le fait de prendre un fond jaune au lieu d'un fond blanc, par exemple, sur une feuille ou un ordinateur, déjà, ça me fatigue beaucoup moins au niveau des yeux et de la lecture. Et une police agrandie avec un format, pour ma part, du Verdana, du coup, du Verdana en 14 ou en 16 sur un fond jaune, déjà, c'est beaucoup plus lisible pour ma part et beaucoup plus facile, du coup, pour la lecture et pour la compréhension derrière. D'accord. C'est interne à chaque dyslexique. Oui. Ils vont être plus à l'aise sur un fond bleu, un fond vert ou un fond rose. Tout à fait. Ça, après, c'est à chacun de tester, mais c'est des aménagements qui sont assez simples et à mettre en place, par exemple, dans une école ou quoi. Donc, si les parents qui nous écoutent aujourd'hui pourraient tester ça avec leurs enfants déjà, ils pourraient déjà avancer à ce niveau-là pour les devoirs ou même pour suivre les cours. Je pense que c'est quelque chose d'important. Ou même pour la prise de cours, juste simplement noter les mots-clés. Enfin, moi, je sais que c'est ce que je faisais pendant un temps, parce que c'est impossible de retenir en fait 1 heure de cours avec tout ce qui a été dit. Donc, simplement noter les mots-clés ou faire des petites fiches de synthèse en fait du cours. Et bien, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple pour le dyslexique. Ou alors qu'à la fin du cours, le professeur donne le PowerPoint, par exemple, à l'élève. Comme ça, l'élève a simplement en fait la chose à faire, c'est de se concentrer sur ce qui se dit et non écouter, écrire, poser des questions, parce que là, on ne peut pas se concentrer à écrire, à écouter. Enfin, moi, je sais que c'est pas possible. Donc, voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent être également mises en place. Dans le principe des troubles 10, c'est que la double tâche, elle est totalement impossible. C'est soit l'un, soit l'autre. Ils ne peuvent pas faire les deux. Et je pense que, oui, le bon sens est là. Il faut vraiment s'appuyer sur leur connaissance à eux de leurs troubles et de la façon dont ils vont envisager parce qu'ils ont fait des essais, ils ont compensé naturellement et ils savent ce qu'il leur faut. Donc, je pense que la base, elle est là. Alors que ce soit pour les référents travailleurs handicapés des organismes de formation, les référents dans les entreprises, les formateurs, les chefs d'équipe, c'est vraiment de partir de la parole du jeune qui souffre de troubles 10 pour derrière essayer d'adapter. Et nous, on va intervenir effectivement pour sensibiliser les choses, aller chercher peut-être des solutions un peu plus techniques, des choses plus facilitantes. Mais la base, c'est la parole de la personne, je pense. Et surtout de ne pas s'acharner en fait sur le dyslexique, mais plutôt essayer de l'accompagner dans son cadre de vie, en gros, parce que c'est un ensemble, en fait. C'est pas seulement des difficultés scolaires, c'est des difficultés de tout autre, en fait. Il ne faut pas grand-chose pour nous perturber, si je puis dire. Ça joue énormément sur nos émotions et notre comportement, donc faut penser à se détendre, se trouver des loisirs, des choses auxquelles on peut se ressourcer. Moi, je sais que j'ai trouvé ma passion depuis tout petit, c'est la pêche. Et je sais que pour moi, l'eau, c'est une ressource d'énergie incroyable. Donc, quand je suis fatigué, je sais que je vais promener un petit moment au bord de l'eau et tout de suite, clac, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est un ensemble et non des simples petites choses anodines, comme on pourrait faire. Ça, c'est très important de ne pas s'oublier aussi, que ce soit dans une recherche d'emploi ou autre, aussi savoir balancer entre vie privée, vie professionnelle et aussi
savoir se retrouver, c'est aussi important, parce que dans une recherche d'emploi, qu'on soit en poste ou en recherche d'emploi, c'est entre guillemets, une sorte de sport. Hein, je veux dire, faut relancer tout le temps, et des mails, chercher, ou peu importe ses missions. Et c'est vrai que c'est important aussi de ne pas oublier ses passions. Et les compétences associatives sont très valorisables sur un CV, surtout quand on est en recherche d'alternance ou de stage. Ça peut faire la différence. On ne peut pas négliger les engagements bénévoles, ce qui est très important. Simplement, si je peux rebondir très rapidement sur ce qui vient d'être dit, au-delà du digital, il y a aussi des règles de lecture très intéressantes pour pouvoir avoir un guidage visuel. Donc ça, c'est super. Quand vous regardez plutôt c'est très dur à trouver en papeterie, plutôt regarder sur Internet. Il y en a celle que j'utilise, c'est Maped, elle a 8 € de mémoire avec une hausse, etc. C'est assez sympa. Et l'avantage, ça permet de pouvoir... c'est non stigmatisant aussi, c'est ce qui est très attendu, puisque les jeunes veulent aussi, je pense, côté millénial, veulent des outils avant tout pas stigmatisants, et après s'intéressent à l'outil. Donc pour le coup, c'est très, très discret, c'est comme une règle de lecture classique, et ça permet de pouvoir avoir une aide visuelle et gagner de l'énergie et du temps. Et je crois que ça, c'est effectivement important, et vous êtes tous d'accord, c'est le premier qui se connaît, et la première personne qui pourra s'aider et aider, que ce soit en centre de formation, alors je parle des jeunes adultes évidemment, ou des adolescents, ou l'employeur, c'est la personne, c'est le jeune en situation de trouble 10. Donc Rémi, merci effectivement de ce témoignage. C'est vous qui savez mieux comment vous avez pallié et comment vous palliez. Alors parfois, vous ne pouvez pas nécessairement le faire pour des raisons plus logistiques, et ce sera au centre de formation de s'adapter, ou à l'entreprise de vous donner des feuilles feuilles jaunes justement, ou un écran avec Word où vous pouvez mettre effectivement des feuilles jaunes. La réunion va toucher à sa fin, donc je voulais donner l'opportunité à tout le monde de dire un petit mot de fin. Pour ça, en tout cas, je vous remercie beaucoup de cette table ronde qui était très intéressante. J'ai beaucoup appris, même si j'avais fait des recherches, donc merci. Fabienne, je vous laisse dire un mot de la fin de votre part pour Cap Emploi. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai trouvé que c'était très riche dans les débats, et je crois, avec le témoignage de Rémi, que c'est toujours le plus important de donner la parole aux bénéficiaires. Donc nous, c'est ce qu'on retient effectivement au niveau de Cap Emploi, c'est de travailler avec nos bénéficiaires, nos personnes en situation de handicap, nos entreprises, pour du coup que le handicap soit vécu un peu différemment. Et je voulais juste souligner que quand même le handicap, c'est aussi un plus parfois. C'est un moteur d'innovation. Donc il y a beaucoup de choses qui sont créées grâce effectivement à la recherche autour du handicap. Donc je crois qu'il faut le voir effectivement du côté positif, tout ce que ça peut apporter pour nous dans la vie quotidienne, et dans les entreprises aussi en termes de richesse. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup à Media School pour l'organisation de cette table ronde. Alors c'est vrai, juste un petit mot pour dire que moi j'ai connu Media School grâce à un apprenti, Alexis, qui va se reconnaître s'il est toujours là, que j'ai pris en communication, et j'en suis enchantée. Donc continuez à Media School à être aussi performant. Merci. Muriel ? Moi aussi, je voulais remercier tout le monde. Ce que je voulais dire, c'est que la dyslexie, comme on s'est rendu compte, c'est très très large, et donc chaque cas est différent. On peut avoir plus ou moins des troubles et tout ça. Et effectivement, dans les commentaires que je vois, c'est beaucoup de parcours du combattant au niveau de l'éducation nationale. J'en sais quelque chose parce que je me bats aussi. Donc, mais ça évolue. Je trouve que ça évolue. Il y a cet entraînement, on en prend de plus en plus, on en tient de plus en plus compte. Les enseignants évoluent quand même. Et voilà, il y a plein de choses. Il ne faut pas hésiter à demander donc une reconnaissance travailleur handicapé, à s'appuyer donc sur le Cap Emploi, sur la mission locale, quand on est jeune, voilà, ou moins jeune de toute façon, voilà. Et
voilà, on travaille tous ensemble et on essaye de faire en sorte que l'intégration se passe le mieux possible ensuite en entreprise. Et en général, ça fait des futurs travailleurs très impliqués et qui s'en sortent très bien en entreprise. Merci Muriel. Stéphanie et Rémi? Oui, bah écoutez, merci, merci effectivement pour ce temps d'échange. C'était vraiment très constructif. Je tenais à remercier Rémi d'être venu parce que ça a été fait un petit peu très rapidement. Il est en période d'examen, il a pris du temps pour venir témoigner et je pense que c'était vraiment riche aussi de pouvoir l'entendre et voilà. Et je lui souhaite plein de courage pour la suite. Oui, tout à fait. Avoir son BTS parce que c'est pas simple, parce qu'il fait ses cours au CFA en Bretagne, donc il y a toute cette fatigue aussi de la route, il y a son boulot en plus, c'est quelqu'un qui va aussi aller travailler l'été, donc il ne s'arrête jamais. Et il a vraiment beaucoup de courage, et il est vraiment très... voilà, je tenais quand même à le souligner. Tout à fait, merci beaucoup Rémi, c'était vraiment un témoignage très intéressant et très vrai. Je vous remercie de m'avoir invité pour ce témoignage. Puis je voulais souhaiter bon courage à tous les dyslexiques qui nous regardent. Gardez confiant, gardez la pêche, essayez de garder espoir, même dans les moments durs. Essayez de vous fixer des objectifs, essayez de vous trouver des passions, des choses qui vous détendent. Je ne sais pas, après des cours, par exemple, si vous n'avez pas trop envie de relire tous vos cours, essayez de trouver une petite vidéo sur YouTube qui résume par exemple votre cours ou des choses comme ça, des petits compromis, faire des fiches de synthèse, voilà, essayez de vous entourer des bonnes personnes dans la vie de tous les jours pour qu'elles vous accompagnent, mais également pour vous détendre, c'est hyper important. Voilà, faites des choses qui vous plaisent. Moi je vous conseillerais plutôt la voie de l'apprentissage, des stages, tout ça, quand on ne sait pas vraiment quoi faire et qu'on en a marre de l'école. Voilà, gardez confiance en vous, c'est très important. Ça viendra avec le temps et puis voilà, je pense qu'on peut être satisfait aujourd'hui à l'heure actuelle de ce qui se fait pour nous. Ça avance vraiment à grands pas, je trouve. Donc merci à tout le monde. Merci Rémi. Lucas? Oui, merci à toutes et à tous pour ces beaux échanges, ces regards croisés. Pour conclure, j'aime bien reprendre le terme de Richard Branson, le fondateur de Virgin, lui-même dyslexique, de dire qu'on est branché différemment, on a un cerveau avec plus d'analyse pour être le plus valorisant possible dans cette approche. Et aussi sur la notion d'être éternel élève aussi, on apprend à tout âge, on est toujours dans une phase d'apprentissage et dans toute manière, je reprends les termes de Rémi, il y en a marre de l'école, en fait, dans ta vie, tu apprends toujours, en fait, il y a des nouvelles procédures tous les jours, il y a de nouvelles choses, et c'est bien justement d'aller sur le terrain, de se tester, d'apprendre, de multiplier les stages, de faire des stages aussi pour des mises en situation professionnelle, pour découvrir différents métiers, mais il est important aussi de se connaître et de se faire aider. Si on n'est pas bon dans un domaine, c'est comme ça. Moi, je déteste la comptabilité, par exemple. C'est pour ça que dès le départ, je me suis dit, bon, on va rencontrer les bons experts comptables, excusez-moi, pour le coup, parce que c'est comme ça, en déléguant aussi et en se concentrant sur ce qu'on est bon, pour qu'on est le plus efficace. Et donc, j'espère qu'en tout cas, on vous aura apporté cette clé de lecture avec une aide sur ces thématiques, ces vastes thématiques que sont les troubles 10. Effectivement. Et pour finir, je voudrais juste vous montrer une petite... si je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas mise. Ah. Attendez. Désolé. Une seconde, je pensais l'avoir mis et je ne l'ai pas mise. C'est le mot de la fin, effectivement, pour si ça va vite. C'est qu'on est tous... Ah si, il est là. On est tous différents et toutes ces personnes que vous voyez à votre écran ont été dyslexiques.
Donc, vous voyez, ce n'est pas des buts de pointure quand même. Notamment Steven Spielberg qui a été diagnostiqué à 60 ans. Donc, mon conseil, c'est que si vous vous sentez un peu déprimé, si c'est difficile, si vos enfants pensent que c'est difficile, eh ben, vous avez qu'à lui montrer ça et dire Winston Churchill était dyslexique. On ne peut pas vraiment dire qu'il a eu un souci, qu'il n'a pas réussi. Hein. Steve Jobs. Donc, voilà. Je voulais finir sur cette note un peu positive, même beaucoup positive. C'est pas parce qu'on est... C'est pas parce qu'on n'est pas bon à l'école qu'on ne peut pas réussir dans la vie. Je ne devrais pas dire ça en tant que centre de formation, mais la façon dont Media School, dont on fait les affaires, c'est beaucoup de pratique, on fait beaucoup et il y a moins de théorie. Et on essaye de personnaliser les parcours et de s'adapter, évidemment, lorsqu'on sait qu'on doit s'adapter. Et ça revient à, il faut qu'on le sache pour qu'on puisse vous aider et en tout cas nous aider à vous aider. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et peut-être qu'on pourra rajouter Rémi et Lucas bientôt là. Étape par étape. Hein. Est-ce qu'il y avait un cap emploi ou une média school ou une mission locale à l'époque de Léonard de Vinci? Je ne sais pas. Et Vianney. Oui, ça, je ne sais pas. Avec Léonard de Vinci, ouais, j'ai trouvé ça, je suis un peu sceptique, mais bon, peut-être, hein. Pourquoi pas. Il y a aussi Jennifer Aniston qui est un petit peu... Bon, bref, il y en a beaucoup. Ukraine s'est réunie récemment, Mais en tout cas, ça fait sourire. En tout cas, Steven Spielberg, c'est vrai, il s'est fait diagnostiquer récemment. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et il a dit d'ailleurs, petite note, que ça lui avait même, ayant réussi quand même bien sa vie et à 60 ans, ça lui a permis de mettre un nom sur quelque chose ou un mot sur quelque chose qu'il ne pouvait pas et de finir le puzzle. Donc, c'était intéressant comme article. Merci à tous. Merci. Si vous avez, là, vous allez recevoir quelques documents. Si vous avez des questions, vous avez notre adresse email aussi. N'hésitez pas. Vous aurez les contacts normalement de toutes ces charmantes, de nos experts, en tout cas de Cap Emploi et de la mission locale pour ceux qui sont en Charente. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette table ronde et puis j'espère à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.